Bonjour à tous, donc bienvenue Ghislaine. Bonsoir à Christophe, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui chez International Mosaïque. Voilà, donc International Mosaïque, je ne sais pas pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une maison d'accompagnement des transformations, c'est une maison de coaching, c'est aussi une école et un centre de formation au métier de l'accompagnement des transformations dans les organisations. Voilà, c'est une maison qui existe depuis 32 ans. Et voilà, aujourd'hui, nous inaugurons les conversations de leaders et j'ai l'honneur et la joie de recevoir Ghislaine Bailly, donc, qui est la présidente de la société Covea Finance. Donc deux mots sur Covea Finance, c'est quoi, 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion? Un tout petit peu moins maintenant avec la hausse des taux. Ah oui, voilà. C'est ça. Oui, donc parce on est plutôt sur 90 à peu près. Oui, ok. Voilà, 185 employés. 185 collaborateurs, oui. Un groupe qui existe depuis... Alors, le groupe Covea s'est constitué en 2003-2004 et a rapproché dans un premier temps ce qui était assez facile de rapprocher, c'est-à-dire la gestion d'actifs. Et le groupe a décidé de faire ça en 2 temps. D'abord, une fusion entre 2 sociétés de gestion, Voici Gestion, dont j'étais la présidente, et MAP Gestion. Ça, c'était en 2006. Et c'est la création de Covea Finance. Et puis, il y a eu une seconde fusion entre Covea Finance et MMA Finance en 2010 pour devenir cette Covea Finance à 90 milliards. Une société dans laquelle il y a eu pas mal de transformations et tu as vécu du coup pas mal de transformations au sein de cette société. Depuis combien de temps tu travailles pour la société? J'ai commencé à travailler pour un groupe qui s'appelait Azur GMF et ce groupe s'est rapproché de 2 autres groupes que vous connaissez aussi, qui aujourd'hui existent toujours sous la forme de marque, c'est-à-dire MMA et MAF. Je suis arrivée dans ce groupe Azur GMF bien avant l'idée des rapprochements. C'était un 3 janvier 2002. Alors c'est un honneur aujourd'hui de t'accueillir pour que tu nous parles de ton parcours de leader et aussi ton parcours de femme dirigeante, hein, qui, je sais, n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Hein, tu m'as partagé tes débuts aussi dans les métiers de la finance, avec pas mal d'anecdotes. Ce qui est important aussi, que j'avais un petit peu regardé dans la société Covea Finance, c'est de parler aussi de tes valeurs. Parce que quand j'ai lu le rapport d'activité, j'ai vu que tu avais accordé un intérêt particulièrement marqué à la collégialité. Et de même que tu as érigé la collégialité en principe de décision au sein de la société. Donc pour lancer notre échange, et par rapport à ça, j'ai envie de te demander de me parler un petit peu des grandes phases de ta carrière. Comment ça a commencé tout ça? Ah, alors tu veux que je remonte jusqu'à la maternelle ou je démarre à la sortie de l'université? Voilà. C'est toi qui vois. Eh bien, moi j'ai suivi un parcours très classique d'étudiante à l'université de la Sorbonne où j'ai étudié l'économie politique. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Et j'ai soutenu une thèse de doctorat en économie et finances internationales. Et donc ça, c'était en 83. Voilà, enfin, j'avais fini ma thèse en 83, mais je l'ai soutenue début 84, je crois, pour être précis. Et évidemment, j'avais fait ce choix d'études parce que je voulais à la fois enseigner et rejoindre un centre de recherche universitaire. Il se trouve que lorsque j'ai soutenu ma thèse au début des années 80, nous étions dans la montée du chômage de masse et nous étions au début de la crise de l'université, entre autres, parce qu'il y a eu quand même pas mal de crises à ce moment-là. Et
mon directeur de thèse, qui était une femme, me déconseille fortement de rejoindre l'université parce qu'elle m'explique qu'elle voit devant nous beaucoup de problèmes et plus d'argent surtout. Et donc, évidemment, plus d'argent, ça veut dire plus de recherche. Voilà. Et donc, je me réoriente vers ce que d'autres universitaires appelaient la production, avec un certain mépris. Je préfère quand même le préciser. Et donc, oui, ça a été un peu compliqué à ce moment-là de m'insérer dans le monde du travail. Pourquoi? Parce que l'université, par rapport aux grandes écoles ou aux écoles de gestion tout court, était nettement moins prisée. On avait un parcours académique pas suffisamment professionnalisé dans l'esprit des entreprises de l'époque. Et donc, je vais mettre 15 mois avant de trouver mon premier emploi. Donc, comme quoi, même dans les années 80, pour un diplômé, ce n'était pas très facile de trouver un emploi. Voilà, et je commence dans une société agroalimentaire de petite taille. Et là, je découvre tous les métiers d'une entreprise, parce que dans une petite entreprise, on fait tout. Voilà. Donc, y compris d'installer le premier micro-ordinateur alors qu'on n'en a jamais vu de sa vie. Donc ça, c'est une expérience qui m'a été marquante, et elle était d'autant plus marquante que, en fait, j'ai eu cette opportunité, parce que ça a été une opportunité, c'est comme ça que je vais quand même rentrer par la porte de la finance, parce que cette entreprise, évidemment, est endettée, les taux sont à 17%, sur le court terme, donc à chaque fois que le client ne paye pas, il faut boucher les trous avec des emprunts à taux très très élevés. Donc ça m'a un peu réveillée aussi sur la réalité de la vie économique. Ça m'a sorti un peu de l'économie politique. Et puis j'ai eu cette chance grâce à un commissaire aux comptes qui était au Conseil national de la comptabilité, que j'avais eu l'occasion de rencontrer. Bon, il trouvait que ce n'était pas vraiment à mon niveau, mais moi j'ai voulu quand même accepter de faire ce qu'il me proposait, parce que j'ai compris que j'allais apprendre beaucoup de choses pratico-pratiques, et puis j'allais mesurer les enjeux d'une entreprise, ce qui n'est pas forcément naturellement visible, surtout il y a 40 ans, quand on a un parcours universitaire, académique, d'économiste. Il se trouve que, contrairement à beaucoup d'autres, je n'ai pas appris l'anglais. J'ai appris l'allemand, j'ai appris l'espagnol, j'ai travaillé un peu en Allemagne, donc je maîtrisais l'allemand, et quelque part, l'allemand m'a un peu sauvée, puisque je vais avoir l'opportunité d'être recrutée par un réassureur allemand qui avait une société à Paris qui s'appelle Gerling, qui existe toujours en Allemagne en tout cas. Et donc, je vais passer de l'autre côté de la finance, puisque un réassureur, c'est comme un assureur. Il doit investir les primes qu'il encaisse dans des actifs, des immeubles, des actions, des obligations, enfin sur des actifs cotés ou non cotés aujourd'hui. Et puis, je vais très vite me dire que les 450 millions de francs que je gère ne sont pas suffisants, et je vais candidater pour aller 3 ans plus tard dans une autre entreprise, qui est le 3e assureur français à l'époque, qui s'appelle Le Ghan, et où là, je vais commencer à la gestion obligataire pour ensuite devenir responsable de l'ensemble de la gestion des actifs de taux et de toute la trésorerie de l'entreprise Ghan, donc tout le circuit d'encaissement, décaissement, etc. Tout ça qui s'est passé assez rapidement finalement? Oui, alors c'est peut-être ça que je peux peut-être dire par rapport à des choses que je vis beaucoup plus tard. C'est que je pense que la vie, c'est beaucoup des rencontres et beaucoup de hasard. Et puis c'est aussi l'idée que c'est pas grave, quoi qu'il arrive, on avance. Et même des situations un peu délicates ou qui ne semblent pas du tout à la hauteur de ce que l'on cherche,
eh bien ça vaut le coup quand même de s'attarder dessus et de se dire bah, je me lance. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que quand même, quand je vais rentrer dans cette société agroalimentaire, ce sont des hommes qui me recrutent. Je sais que le thème de l'homme a de l'importance en ce moment. Ce sont des hommes qui me recrutent et je suis très jeune, j'ai 23, 24 ans. Je ne sais pas faire grand-chose, finalement, à part écrire des thèses. Et ils vont me faire confiance, ils vont me confier des choses complexes. Je vous assure que le micro-ordinateur des premières générations, avec les disquettes qu'on tirait comme ça, c'était pas simple. Il fallait installer le logiciel de comptabilité. Donc, très jeune, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance. Voilà. Quand je vais rentrer à Gerling, c'est pareil, c'est encore un univers très masculin. Les femmes sont plutôt assistantes ou comptables et les hommes sont plutôt dirigeants. C'est quand même des gens qui vont me faire confiance, ces dirigeants, puisqu'ils me font venir pour remplacer un monsieur qui va partir en retraite. Et donc, voilà, j'ai 25 ans et je vais me retrouver avec un portefeuille à gérer, des actions, des obligations, voilà. Et dans un marché financier qui était en train de se développer, en train de se structurer, en train de s'organiser. Avec une grande liberté aussi, oui, une très très grande liberté. Voilà, j'avais une grande autonomie. J'ai beaucoup appris. Alors ça, pour moi, c'est une chose qui est très importante dans mon parcours, c'est que j'étais toujours à l'écoute de la génération qui me précède. Donc, ce sont des gens qui m'ont énormément appris. Alors, peut-être que je pourrais donner un exemple qui m'a énormément frappée, parce qu'encore une fois, je suis une formation d'économiste, et la personne que je vais remplacer chez mon réassureur, c'est comme les générations de cette époque, ils sont rentrés dans l'assurance ou dans la banque, ils ont 14 ans, ils sont coursiers, et puis ils montent les échelons. Et donc, il va me raconter tous les métiers qu'il a fait, et notamment son passage à la chambre de compensation. Donc, nous, on est tout début des chambres de compensation électroniques, enfin à la SICOVAM à l'époque. Je découpe encore quand même des coupons pour toucher des revenus obligataires, ça n'avait pas encore complètement disparu. Mais quand même, je vais mieux comprendre tout un tas de trucs que j'ai appris à l'université par la description de son métier au quotidien qu'il va m'expliquer. Et donc, j'ai gardé cet exemple précieusement pendant mes 40 ans et quelques de vie professionnelle en moi, parce que ça m'a toujours poussée à aller chercher ce que les plus âgés ont à me transmettre. Et je leur suis vraiment reconnaissante, parce que quand j'arrive justement à Gerling, là encore, c'est vrai que je suis une femme, je suis jeune, je remplace une personne qui s'en va, le siège de la société est à Cologne, et je dois aller donc à Cologne, et je rencontre le directeur financier, et en fait, dans cette rencontre, c'est très étonnant parce que au quotidien, avec mes camarades allemands que j'ai au téléphone, c'est pas toujours facile. La relation franco-allemande au niveau employé, c'était pas toujours simple. Et donc, j'arrive dans un lieu absolument incroyable. J'avais jamais vu une entreprise comme ça. Je la décrirai pas. Imaginez un grand aigle qui descend de 10 mètres de hauteur d'un immense hall. Donc ça vous écrase un peu. Donc je suis très intimidée et je réalise que les personnes que j'ai en contact vont à la cantine qui leur est réservée. Alors il y a une cantine pour le niveau machin, une cantine pour le niveau truc, et puis voilà. Donc c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans nos entreprises. Et puis je prends avec le directeur financier qui est venu m'accueillir en bas son ascenseur personnel. Alors déjà, tout le monde me voit prendre l'ascenseur personnel. Et là aussi, il me reçoit dans son bureau et je peux lui poser toutes les questions que je veux.
et il va y répondre. Et je vais garder pendant longtemps avec cette personne une relation particulière, voilà, parce qu'il a eu à cœur de me transmettre son expérience. Mais comme on était dans des bouleversements des marchés financiers, je me souviens très bien l'écoute qu'il avait par rapport à ce que je lui expliquais de comment ça se transformait dans le quotidien. Ce que je n'arrivais pas à faire avec les camarades allemands que j'avais régulièrement au téléphone. Donc voilà, et ça m'a poursuivi tout au long de ma vie. Et aujourd'hui, ben, je suis au terme d'une vie professionnelle riche. Et je crois que ce qui me... Puisque je pense que tu poseras sûrement la question, mais déjà dans un premier temps, ce que je peux dire, ce qui me motive tous les jours aujourd'hui, c'est de transmettre et aussi de transmettre cette idée que c'est important d'être à l'écoute de ce que l'autre a à transmettre. Parce que, bon, les générations, elles ne peuvent pas être en conflit, elles peuvent être que se nourrir l'une l'autre. Et je pense que ça c'est une motivation forte pour moi. Merci Ghislaine. Nous avons devant nous une femme présidente, pas rien d'avoir une société de gestion, enfin de présider une société de gestion qui gère 90 milliards d'euros. Une femme avec un parcours de carrière exceptionnel. C'est pas démarré tout rose hein, quand même. Hein. Non. On est bien, voilà. Et tu m'avais dit aussi en plus que tu parlais d'autres langues parce que tu étais allé te promener dans les pays de l'Est et que ça n'avait pas été facile non plus. Ça, mais on y reviendra peut-être. Et tout cela, bien sûr, ça suscite l'admiration. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, parce que ça fait maintenant quelques années que nous nous connaissons, c'est que tu as des convictions très fortes. Et notamment, une de tes convictions, c'est, je me souviens d'une phrase, tu m'as dit, vous savez, Christophe, l'argent qu'on me confie, c'est les petites économies des personnes qui ont des fois mis toute une vie à les gagner. Et donc, je suis à leur service et je travaille vraiment, je me lève pour vraiment protéger et faire fructifier leurs économies. Et donc des convictions comme ça, il y a celle-ci, et puis il y a aussi cette importance donc, de la collégialité, du travail en équipe, de la décision collective. Et c'est vrai que c'est un trait d'union qu'on a avec la Maison internationale Mosaïque, puisque c'est un sujet que nous travaillons beaucoup dans les entreprises aussi, hein, à la fois l'importance qu'on apporte à la qualité de la relation, aux interactions, à la communication et aux résultats qu'on élève au même niveau. Et moi, ce que je trouve admirable, c'est ces convictions que tu as d'œuvrer pour améliorer les choses et de faire des choix, enfin, en tout cas d'une exigence que je sens chez toi. Hein. Moi, je me souvenais, quand je t'appelais au début de ma carrière, je n'appelais pas Madame Bailly sans être préparée. C'était quelque chose d'important parce que je savais que si je n'étais pas bien préparé, bon, j'allais avoir un temps de parole de 2 minutes, si j'avais de la chance, 30 secondes si je tombais un mauvais jour. C'est un peu dur. Mais ça m'a. Non, mais tu vois, c'était ça aussi. C'est quelque chose qui est en toi, qui fait grandir. En tout cas, moi, qui m'a aussi fait grandir. Et ce qui donnait envie, c'était que tu demandais le meilleur. Je crois que je suis très exigeante avec moi-même. Alors évidemment, j'ai peut-être tendance à l'être aussi avec mes collègues, que pourtant j'adore. Mais voilà, parce que je pense que l'exigence, ça donne du sens aussi à sa vie. C'est-à-dire essayer de donner le meilleur de soi-même, et c'est pas seulement pour soi-même, mais c'est aussi pour les autres. Et c'est vrai que ce que tu dis sur cette affaire qui est importante, que tous les jours je me lève pour défendre les intérêts des clients qui font confiance. Alors les clients, c'est le groupe Covea, c'est les épargnants. Je pense que c'est quand même aussi, cette particularité, je pense qu'elle se serait exercée même dans l'agroalimentaire. Hein. Je pense que si j'avais été à la tête de Nestlé, je n'aurais pas dissimulé que je mettais des trucs pas autorisés dans mes bouteilles. Voilà, je pense que quelque part...
Mais il se trouve que je suis rentrée dans le monde de la finance dans un moment de bouleversement, et donc dans un système financier sûrement insuffisamment régulé, même si probablement aujourd'hui il est peut-être un peu trop, et que donc j'ai quand même eu à croiser des expériences ou des situations qui m'ont un peu effarée. Et j'ai connu quand même la grande montée du gérant star. Voilà. Et le gérant star, régulièrement, il meurt. Hein, parce que régulièrement, il est emporté par une crise. Je n'ose pas faire le compte du nombre de crises financières ou économiques que j'ai vécues depuis, depuis le premier choc pétrolier, hein, depuis que je me souviens, que j'ai entendu le terme crise. D'ailleurs, j'ai tendance à dire que je veux bien qu'on réforme la France, mais je crois que ça fait 50 ans qu'on me dit que la France doit se réformer et qu'il faut s'adapter, etc., etc. Et donc cette finance de gérant star, ça m'a quand même beaucoup gênée en tant que personne, parce que quand on travaille, que ce soit dans l'ancien 3e assureur français ou dans l'actuel Covéa, imaginez, vous avez vu pas mal d'accidents climatiques ces derniers temps, de manière rapprochée, sur quelques mois. Eh bien, imaginez qu'il y ait une crise financière à ce moment-là, et que la prise de risque de celui qui gère les actifs de l'assureur que vous avez, or vous avez perdu votre maison, votre voiture, et votre belle-mère doit être rapatriée de je ne sais où là, on est allé la chercher sur le toit de sa maison. Imaginez qu'il y a une crise financière à ce moment-là et que l'assureur a besoin de vendre des actifs qui ont perdu de la valeur pour faire face à tout ce qu'il doit pouvoir donner aux assurés qui lui ont fait confiance parce qu'ils ont payé des primes et maintenant ils sont en difficulté, il faut être avec eux. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Moi, quand je suis avec mes collègues, je leur dis toujours qu'il faut être en capacité de permettre à notre assureur de faire face à ses engagements. Ils sont aléatoires ou ils sont fixés. Hein, ça dépend si on est sur de la vie, du décès, de l'inondation, mais ils sont aléatoires et potentiellement réels, et il faut toujours ne pas rajouter un problème de plus. Donc la gestion d'actifs, pour moi, ne doit pas être un problème pour mon assureur ou pour mon épargnant. Imaginez les personnes qui ont économisé toute leur vie et qui se font embarquer dans une crise financière où on leur a mal expliqué la prise de risque qu'on leur fait prendre, etc. Voilà. Et donc, moi, j'essaye, je ne dis pas que j'y arrive toujours, hein, mais j'essaye d'inculquer cette idée qu'on est là pour préserver l'intérêt de ceux qui nous font confiance. Et que, comme je dis toujours, pour ponctuer, et comme Mme Bettencourt n'est plus là, paix à son âme, je dis toujours, nous ne gérons pas l'argent de Mme Bettencourt. Voilà. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que Mme Bettencourt peut toujours se rattraper, quoi. Hein. Alors que Mme Michu, c'est autre chose. Mme Michu, c'est autre chose. Alors, tu as nommé, tout à l'heure, tu as mentionné les questions d'égalité hommes-femmes. On sait que c'est une question assez préoccupante aujourd'hui. Les chiffres sont éloquents. Christine Lagarde a souligné même les défis auxquels elle a dû faire face quand elle s'est retrouvée dans le domaine de la finance. Dans nos coachings, dans nos sessions, on entend aussi parfois, assez souvent, les femmes exprimer leurs difficultés d'intégration, parce que voilà, être inclus, c'est une chose, être intégré, c'est pas tout à fait la même chose. Quelqu'un que je connais bien qui dit souvent être inclus, c'est être invité au bal, être intégré, c'est quand on vous invite à danser. Finalement, pour toi, quels ont été les défis en tant que femme auxquels tu as pu être confrontée dans ta carrière?
Pour moi, c'est assez difficile de dire que j'ai dû relever des défis d'égalité homme-femme, hein, parce que, comme je l'ai expliqué, le début de carrière, c'est quand même beaucoup des hommes qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné ma chance, qui m'ont vraiment fait grandir. Quand je change de job à la fin des années 80, je suis recrutée par une équipe féminine. Alors effectivement, la finance est plutôt masculine. Et en fait, après un bref intermède qui va du début des années 90 à 2008, où là, les femmes arrivent dans la finance, bon, on est revenu à la situation d'avant où les femmes sont peu présentes dans la finance, en tout cas pas dans les fonctions techniques qui sont les miennes d'origine. Oui, est-ce que j'ai pu vivre des situations un peu pénible. Bon, je t'avais raconté mon anecdote. Oui. Voilà, donc ça, je peux la raconter celle parce du café. Que celle. Ah oui, tu veux celle du café? Ah, bah celle-là aussi, oui. Alors les deux. Oui, donc quand je suis dans mon réassureur allemand, le pauvre directeur du bureau de Paris ou de la filiale de Paris me demande de recevoir des. Je crois que c'était des clients. Je me souviens plus très bien en fait. Mais enfin, c'était des messieurs et il faut offrir le café. Et donc, on me demande de servir le café, pardon. Mais en fait, je laisse verser, hein, parce que je n'avais pas toute l'élégance requise pour faire le service. Et comme j'ai été prise par surprise, puisque je ne m'y attendais pas, j'ai eu un moment de... Voilà. Et après coup, j'ai expliqué que c'était la première et la dernière fois. Voilà. Bon, il ne s'est rien passé, hein. J'ai continué ma vie avec eux, sans problème. Mais j'ai dit les choses, voilà. J'ai aussi une autre anecdote, là, c'est... Je pense que quelquefois, on devrait se souvenir que on n'est pas éternel, que les choses ne sont pas ancrées dans le marbre et que nous sommes dans un environnement mouvant, comme le sait si bien le dire mon camarade de Mosaïque. Alors, bon, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais je devais avoir une faculté d'adaptation assez facile parce qu'on m'envoie, je viens à peine d'arriver au GAN et on m'envoie assister à une réunion chez Paribas. Chez Paribas, c'est rue d'Antin, c'est la très belle salle avec une immense table ovale en acajou. Et j'arrive, évidemment, ça c'est un peu ma petite faiblesse, j'arrive en retard, bien sûr, et donc je rentre dans un lieu historique avec que des messieurs, la plupart nettement plus âgés que moi, et je suis censée écouter la bonne parole économique de l'économiste de l'époque qui s'appelait Monsieur Devel. Et ils se mettent tous à sortir leur bâton de chaise, enfin tous, j'exagère un peu, mais la majorité. Bon, je suis restée stoïque. Et dans le brouillard. Et dans le brouillard. Mais bon, j'ai connu ce type d'expérience que j'ai trouvé désagréable et j'ai bien compris que c'était pas du tout, comment dire, on avait fait exprès. Hein. J'ai bien compris que, oups, on ne voulait pas vous déranger, on n'a pas fait exprès. Mais bon. Donc oui, des situations comme ça, oui, j'en ai connu, oui. Et alors, qu'est-ce qui te motive chaque matin aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, de transmettre. Hein. De transmettre quoi? Sûrement mes échecs et mes succès, parce que je crois que c'est important aussi qu'on sache qu'on a connu des échecs, que c'est pas simple. Et je pense que c'est très formateur. Et je pense que, comme tu as été un peu dithyrambique sur ma personne, je pense qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion. Hein. J'ai connu des périodes difficiles, des échecs, mais aussi des succès. Et ça, c'est des choses qu'il faut transmettre.
parce qu'on en apprend. Et puis évidemment mon expérience, hein, qu'elle soit technique, qu'elle soit de dirigeante, qu'elle soit... Voilà, maintenant moi je suis vraiment dans une phase de transmission. Mais ça ne me suffit pas, donc je le sais, donc j'ai besoin tous les matins d'avoir mes défis, de pouvoir me coucher le soir en me disant j'ai fait plein de trucs. Je suis quelqu'un qui a du mal à rêvasser, rester à rêvasser, même si on me le recommande souvent, que ça pourrait calmer mon cerveau qui tourne trop, mais je ne sais pas faire. Donc j'ai besoin de... Parce que sinon je ne suis pas bien, je n'arrive pas à dormir. Si je n'ai pas fait des trucs dans la journée, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive de perdre du temps et ça m'énerve et je n'arrive pas à dormir. Voilà. Mais les défis, ça peut être 3 fois rien. Ok, une caractéristique, c'est que quand même tu es toujours en mouvement. Oui, oui. J'aime bien passer du coq à l'âne aussi. En plus, oui. Oui, parce que une curiosité un peu, un appétit du monde et une curiosité dès l'origine, en fait. Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que tu m'as dit, pathologique une fois? Pathologique, oui. Oui, je m'intéresse à tout. Un de mes atouts, c'est que je m'intéresse à plein de choses et du coup, je fais plein de liens. Je peux lire un article sur une aventure médicale ou n'importe quoi et ça va me renvoyer, ça va m'inspirer pour mon propre travail. Voilà, je cherche pas de l'inspiration ailleurs, mais je fais facilement des liens entre les choses. Je pense que c'est très enrichissant de s'intéresser, mais même de manière superficielle. Il y a des résonances qui se font et enfin, que j'aime bien prendre. S'il y avait un ou deux moments forts de ton parcours professionnel et de femme que tu aurais envie de nous partager, ce seraient lesquels et qu'est-ce qui était présent dans ces moments-là pour toi? Puisque j'ai dit que les échecs sont très formateurs, je dirais qu'un temps fort de ma carrière, alors je ne vais pas citer de nom, hein, évidemment, c'est quand le 3e assureur français va disparaître et que donc il y a des fusions, auxquelles bien sûr je participe en tant que collaborateur. Et évidemment, dans la nouvelle maison, on n'est pas forcément, on n'a pas le sentiment d'être bien accueilli. Et d'ailleurs, ce serait malhonnête de ma part de dire c'est à sens unique, je n'ai pas été bien accueillie, mais moi j'étais dans une très grande méfiance, défiance, voilà. Et donc tous les signaux que je recevais, je les prenais de manière négative. Donc ça m'a énormément marquée, perturbée. J'ai autant souffert d'attitudes extrêmement pénibles de la part d'hommes comme de femmes. Je peux donner une expression, je peux le dire parce que c'est un homme qui l'a fait, donc je ne parlerai pas d'autres personnes, mais qui un jour me dit, voilà, alors je vais vous faire simple, évidemment dans une fusion, on ne cherche pas à vous proposer le poste que vous occupiez, on cherche plutôt dans certains types de fusions, à vous ramener en dessous, quoi. Et donc, moi, je n'étais pas complètement idiote, donc je savais qu'il fallait que je propose quelque chose. J'avais proposé un poste, etc., donc, qui revenait à de l'économie et le développement de la recherche et de l'analyse financière, etc., parce que c'est des sujets que j'avais mis en place dans ma précédente aventure et que j'avais plutôt bien réussi, même si mon champ d'action était alors plus vaste. Et donc, bon, ça ne fait pas trop d'histoire, ça se passe comme ça ne dure pas très longtemps. Et un jour, on me demande de recevoir un jeune homme à l'époque qui est économiste, polytechnicien, ENSAE, enfin bon, bref, tout ce que je ne suis pas, bien sûr. Et je le reçois très très gentiment, on s'entend très bien. Hein, et d'ailleurs, je trouve que je persiste et signe, c'est un garçon qui était extrêmement brillant et sympathique. Et donc, on se donne rendez-vous pour déjeuner ensemble, puisque je l'avais trouvé sympa. Et donc, cette personne qui m'a été extrêmement pénible et qui a bien œuvré à me déstabiliser,
après cette première entrevue avec ce jeune homme, vient me voir et me dit merci de l'avoir reçu. Je ne sais pas si on va faire quelque chose avec lui, mais moi, j'aime bien que les chiens se reniflent derrière. Très élégant. Très, très élégant, n'est-ce pas? Donc voilà, mais à l'époque, j'ai un peu manqué de répondants, je dois dire. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne serait plus le cas. Mais pour vous dire comment on peut vous amener à essayer de vous briser, parce qu'évidemment, c'était à répétition, hein, voilà, et à réussir à vous déstabiliser. Donc ça arrive à tout le monde. Hein. C'est vraiment... et là, il faut taper au fond de la piscine et s'accrocher à ce qui nous aide à remonter, hein, vraiment. Et qu'est-ce qui t'a aidé à remonter, du coup, toi? Moi, c'est ma famille, clairement. Mes enfants, mon mari, qui de toute façon était à fond derrière moi, m'ont vraiment soutenu, m'ont fait rire, m'ont emmené en voyage, m'ont soutenu quand j'ai dit stop, hein, j'arrête. Et puis aussi l'amitié, hein, puisque j'ai eu des amis qui m'ont bien entourée et qui m'ont aidée. Mais c'est un moment qui a été douloureux et difficile. Donc oui, il m'a beaucoup marqué. Et du coup, comme tu parles de ta famille, finalement, ta vie de famille, parce que mener une carrière dans la finance avec ce que tu viens de nous raconter, qui est loin d'être un long fleuve tranquille, comment tu as réussi à gérer aussi, parce que je crois que tu as 2 enfants, tu avais un mari, voilà, donc comment on arrive à tout mener comme ça de front? Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait des choix. Donc voilà, les choix, c'était assez simple, parce qu'en fait, je pense que c'est important que j'explique, que je dise que je n'ai pas eu un projet de carrière. Je ne me suis pas dit, je rentre dans le monde du travail avec l'idée de faire une carrière. En fait, quand j'étais ado et quand je suis devenue jeune adulte, mon projet il était assez simple. Je voulais avoir ma propre famille et je voulais être indépendante financièrement. Parce que pour moi, l'indépendance financière, c'était la clé de l'indépendance tout court. Donc, à la limite, je crois que j'aurais pu faire n'importe quel métier du moment qu'il me donnait ces deux choses-là. Voilà, et c'est des choix qui ont été importants puisque cette famille, je l'ai eue. Voilà, mon indépendance financière, je l'ai eue. Après, quand les enfants sont arrivés, j'ai fait des choix, et j'ai fait des choix avec mon mari, c'est-à-dire que je n'ai pas fait des choix toute seule dans mon coin. On a renoncé à certains plaisirs au début parce qu'on a voulu que, évidemment, dans la finance, dans les années 80, on ne sort pas à l'heure de la sortie de crèche. Voilà. Donc, on avait tous les deux un travail. On a décidé d'avoir quelqu'un qui allait chercher nos enfants à la crèche. Voilà. Mais j'ai fixé aussi avec mon mari des règles. On s'est fixé des règles. Ça s'est fait naturellement. On a toujours dîné avec nos enfants. Voilà. Donc ça a été la règle. On a toujours dîné avec nos enfants. Donc on est toujours rentré à 8 h du soir pour dîner avec nos enfants. On a toujours passé nos soirées avec nos enfants. Alors c'est vrai qu'ils ne se couchaient pas très tôt, je le reconnais. Donc le choix aussi, ça a été d'habiter dans un endroit petit, dans un quartier où l'école était juste en bas de l'appartement. Voilà, et nous avons toujours pris notre petit déjeuner avec eux. Et donc, voilà, les autres choix aussi, c'est que nous n'avons jamais accepté d'invitation chez nos amis le week-end sans enfants. Voilà, on a toujours dit c'est avec nos enfants ou avec personne. Voilà, parce que quand on passe beaucoup de temps dans l'entreprise, si on veut avoir sa famille à soi et l'accompagner, il faut renoncer à certaines choses. Voilà, et je ne regrette pas du tout ces choix. À quel moment tu as senti aussi peut-être que dans ta carrière, là tu avais nommé ce moment difficile, comme heureusement que tu avais ta famille, c'était un atout
d'avoir ta famille dans ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres moments où ta famille a été un atout dans ta carrière? Bah, ça a toujours été un atout parce qu'elle m'a toujours accompagnée, quoi. Je veux dire, elle m'a toujours soutenue dans mes choix. À chaque virage que j'ai pris, ben, ils ont toujours été là. Je pense que ce qui est un atout aussi, c'est que on a toujours eu aussi des intérêts en dehors de l'entreprise, donc et des intérêts communs. Enfin, je veux dire, on avait beaucoup d'abord des sujets intellectuels en commun, hein, qu'on partageait tous les jours et tous les week-ends, que les enfants sont devenus adultes et qu'on a continué. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça m'a toujours accompagnée, parce que quelque part, ça a toujours été mon ouverture, quoi. Ça a toujours ce qui m'a nourri. Le matin, je partais travailler. Alors je dis je partais parce que mon mari est décédé, mais il était très lève-tôt et moi j'étais plutôt très couche-tard. Donc bon, on faisait une bonne moyenne et il parlait et comprenait beaucoup de langues, et quand j'arrivais un peu zombie devant le café qu'il m'avait déjà préparé, il avait déjà fait le tour de la planète. Donc il avait déjà lu les grands titres, plongé dans certains articles. C'était le Financial Times, le Wall Street, le Frankfurter Allgemeine, le Nova, je ne sais plus comment ça s'appelait, la Pravda. Donc il avait déjà fait le tour de la planète et il me racontait tout ce qui lui paraissait intéressant. Donc évidemment, quand j'arrivais au bureau, je faisais la manine. Hein. Ça. Mais je dis ça en blaguant, mais ça a vraiment nourri beaucoup de choses. Un moment qui m'a énormément marqué, c'est 2016. Et 2016, c'est une année personnelle compliquée. Et donc, mon mari suit de très très près les élections américaines. Mais quand je vous dis très très près, c'est nuit et jour. Il suit sur les télévisions américaines les interviews de Trump, les interviews de tout le monde. Et un beau jour, il me dit « Trump va être élu ». Je lui dis « c'est pas possible ». Il dit « si, je t'assure, il va être élu ». Et donc, moi, je vais au bureau, je convoque mes gérants, on est en réunion du matin, et je leur dis « écoutez, il faut quand même qu'on ait un plan, parce que si jamais Trump est élu, on risque d'avoir une baisse des marchés financiers. » Parce que visiblement, tout le monde attend plutôt autre chose. Et il faut se préparer à pouvoir acheter et investir, parce qu'on on a une philosophie qui est d'investir dans des points très bas de marché. Voilà. Et comme vous le savez, Trump est élu. Et donc, évidemment, là, je me lève un peu plus tôt. Et 6 heures du matin, il est déjà devant la télé. Il me dit, ça y est, il est élu. Oh, donc, j'envoie un SMS à mon petit camarade, je lui dis, mais il est élu, il faut déclencher le programme. Et effectivement, les marchés financiers vont baisser, mais très peu. Ils vont baisser quelques heures. Mais nous, on aura fait nos emplettes. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais tu vois que ma famille est un atout. Il y avait un atout, voilà. Absolument. Et alors, on parle du plafond de verre. Alors, voilà, j'aimerais t'entendre un petit peu sur ce sujet. Est-ce que toi, tu as expérimenté ce plafond de verre? Voilà. Bon, puis en plus, tu l'as traversé, si jamais tu l'as expérimenté. Comment tu le vois aujourd'hui? En fait, je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que c'est que le plafond de verre. C'est-à-dire, est-ce que c'est des hommes qui m'empêchent d'atteindre des fonctions de dirigeants? Est-ce que c'est au contraire quelque chose qu'on se met soi-même? C'est quoi qu'on entend par plafond de verre? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression quand on en parle, qu'on ramène plutôt ça au fait qu'on empêche des femmes qui ont démontré un certain nombre de compétences de passer et d'évoluer, de passer à un stade supérieur. Alors, j'ai eu cette expérience extrêmement déplaisante que je raconte parce que
Je pense que c'est important qu'on sache que des comportements comme ça ont existé et existent encore, et qu'il ne faut pas se laisser engluer, parce que ça peut nous emmener très loin, et personnellement, je peux vous dire que ça peut vraiment emmener très loin. Mais partout où je suis passée, je ne peux pas dire que j'ai rencontré un plafond de verre, puisqu'à chaque fois, j'ai été encouragée au contraire. Alors là, je rencontrais encore une deuxième anecdote, c'est que quand je vais prendre la responsabilité, quand on me demande de prendre la responsabilité de l'ensemble du portefeuille de taux de mon fameux troisième assureur français, et également tout l'ensemble de l'organisation de la trésorerie du groupe, je suis enceinte de mon deuxième fils. Et celui qui me demande ça, c'est un homme qui est assis en face. Et je lui dis, là, il est né 1 mois et demi après. Alors je lui dis, mais vous êtes sûr? Et il me dit, mais je vois pas où est le problème, hein. De toute façon, on vous attend. Vous revenez. J'ai dit, moi, je veux bien revenir. Donc voilà. Donc mon expérience du plafond de verre, c'est pas évident, quoi. Pour moi, de répondre à cette question. Par contre, ce que je peux dire, c'est que clairement, je me suis mise mon propre plafond de verre. C'est-à-dire que, alors, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas suffisamment aidé, ou parce que, je ne crois pas, hein, je pense qu'on se les... pendant très longtemps, et même parfois encore maintenant, il y a des moments où je ne suis pas sûre d'avoir la légitimité du poste que j'occupe. En tout cas, je ne vois pas pourquoi j'ai plus la légitimité que quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme. Je ne suis pas sûre. Et en fait, ce plafond de verre, je me le suis mis moi-même. D'abord parce que quand je suis ado, on est dans un univers Bourdieu, hein, dans un univers conditions sociales, plafond de verre social. Et donc, si vous êtes d'un milieu social qu'on qualifié à l'époque de modeste ou de défavorisé, vous n'êtes pas sûr de ce que vous valez, vous ne savez pas. Et puis quand vous allez au lycée, vous vous rendez compte que le vocabulaire de vos petits camarades parfois est plus riche que le vôtre, et que vous ne comprenez pas toujours. Donc je pense que le plafond de verre, je me le suis mise pendant des années en ne comprenant pas la valeur que j'avais, les atouts que j'avais, les forces que j'avais. Et à chaque fois, j'ai plutôt été poussée, même si je suis capable de dire c'est la dernière fois que je sers le café, je n'étais pas capable d'imaginer que je pouvais aller plus loin. C'est toujours des gens qui m'ont poussé à ça, toujours. Je ne sais pas si je réponds à la question. Il me semble que oui, mais on aura peut-être des questions sur le sujet un peu plus tard. Et alors, est-ce que des femmes t'ont aidé dans ta carrière particulièrement? Est-ce que tu as rencontré des alliés? Oui, des femmes m'ont aidé, mais des femmes m'ont aussi enfoncé. Hein. Donc, oui. Des hommes m'ont aidé, et des hommes, comme je te l'ai évoqué tout à l'heure, m'ont bien enfoncé aussi. Donc c'est assez partagé. Hein. Mais des femmes m'ont aidé, je te l'ai dit, hein, j'ai été recrutée par une femme pour intégrer une équipe féminine à la fin des années 80. Mon directeur de thèse est quand même la personne qui m'a évité d'entrer dans un monde où je n'aurais sûrement pas trouvé la pleine satisfaction que je peux avoir dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai été aidée par des amies femmes aussi, alors une amie femme à qui je dois d'avoir là une fois de plus candidaté à la présidence d'un truc qui s'appelait Voici Gestion. Alors, pourquoi? Parce que j'étais arrivée 1 an plus tôt comme directeur des gestions, et je n'étais pas tout à fait convaincue qu'on attendait ma candidature à la présidence. Donc je m'étais dit, c'est même pas la peine de l'envisager. Et mon ami m'a dit, mais t'es dingue, pourquoi tu ne... Je me suis dit, mais non, mais ils vont jamais me prendre, voyons. Pourquoi veux-tu qu'ils me prennent? Et finalement, j'ai suivi son conseil. Voilà. T'as osé. J'ai osé. J'ai fait la course à l'échalote, hein. Mais j'ai osé. Et je l'ai emporté sur 2 messieurs. Donc voilà. Osé. Comment tu caractériserais ton leadership aujourd'hui?
quand tu revois ton parcours? J'ai la faiblesse de croire que moi, je m'appuie beaucoup sur mon expertise technique. Je pense que j'ai besoin de maîtriser mon univers technique pour pouvoir accompagner mes collègues. Je pense que c'est comme ça que je peux entraîner mon organisation dans les défis quotidiens qu'il faut relever. Ça te donne une forme d'assurance, de sécurité? Oui, je pense que ça assoit ma légitimité parce que moi je suis quand même dans un métier avec énormément d'expertise, hein. C'est des grosses expertises, c'est des actuaires, des docteurs en mathématiques, des bac+5 en middle office, c'est des spécialistes de secteurs extrêmement pointus, ce sont des juristes très pointus, et donc si vous n'avez pas une légitimité par votre connaissance et vos compétences, c'est pas facile. Enfin, pour moi, c'est pas facile. Et puis, je pense que ce qui fait aussi mon esprit de décision, mon leadership, c'est aussi mon esprit de décision. Et ça, je m'en suis pas rendu compte facilement. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai fait le tour d'un problème, parce que j'ai écouté tout le monde, je prends une décision. Voilà. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes dans mon quotidien, d'autres sociétés, qui à chaque fois se disent « on a encore eu une réunion de 3 heures, il ne s'est rien passé ». Voilà. Et donc, moi, j'ai la faiblesse de penser que cette capacité à décider, parfois un peu dans le flou, hein, fait que j'ai une certaine légitimité auprès de mes collègues. Même dans le flou, tu es convaincu, quoi. Oui, mais je suis lucide et bon, j'évalue quand même les risques. Hein. L'élan vital qui te caractérise aussi, ça serait quoi pour toi? Je suis habitée sûrement par un élan vital qui m'a été beaucoup transmis par mon mari, parce que c'est quelqu'un qui avait une curiosité que j'ai toujours qualifiée d'infinie et qui m'a emmenée très très loin dans des endroits où je ne serais jamais allée toute seule. Et donc il m'a transmis cet élan vital, cette force vitale, cette envie d'avancer, de découvrir des choses, de ne jamais se laisser abattre, quoi. Donc oui, je pense que ça peut être aussi un facteur de leadership et que je l'ai. Et je vais parler de mes enfants parce que je pense que je l'ai transmis aussi. Enfin, il l'a transmis et moi j'entretiens parce que je suis toujours assez fascinée par cette puissance que dégage ma fille. Et à tel point qu'il y a des moments où j'ai besoin de son avis parce que je sais qu'elle va trancher. Et quand il y a des moments où j'arrive plus à décider. Hein. Et elle va me dire, voilà. Et je pense que ça, c'est important aussi. Il faut avoir un moteur, il faut avoir un appétit de la vie, parce que si on n'a pas un appétit de la vie et qu'on croit que la fin du monde, c'est dans 2 heures... Bon, j'ai répondu à l'élan vital. Je crois, il me semble que tu as même mieux répondu que quand on s'était vu la dernière fois. Alors, si tu devais parler à ton moi de débutante dans la vie aujourd'hui, sachant tout ce que tu sais et toutes les expériences que tu as, quel conseil tu te donnerais? Le conseil que je me donnerais, je vais commencer par une plaisanterie. Je dirais, au lieu de choisir l'espagnol, j'apprendrai l'anglais. Puisque de toute façon, à l'époque, l'allemand, on m'a pas demandé mon avis. Hein. C'était l'époque première langue. Quand on est bon en grammaire française, on va dans le cursus allemand, point barre. On ne demande pas l'avis à l'enfant. Et si je continuais ma plaisanterie, je dirais, je serais partie aux États-Unis. Ce qu'ont fait beaucoup de mes camarades thésards
à l'époque. Mais c'est une plaisanterie parce que si j'avais fait ça, je n'aurais pas mes enfants, je n'aurais pas mon mari, je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas les expériences que j'ai. Et voilà, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Oui, à la base, il y a eu des choix. Voilà, j'ai choisi l'espagnol pour suivre ma copine. C'est pas glorieux, mais c'est comme ça. En même temps, c'est le cœur qui t'a motivé, les élans du cœur, en fait, quand je t'entends. Oui, non. Beaucoup, non, mais bon, si je crois vraiment profondément que si je devais je me donnerais 2 conseils. Le premier, c'est de prendre conscience de ma valeur, de mes atouts, mais aussi des qualités que me donnent mes défauts. Parce que, bon, il n'y a pas de défaut en absolu, il y a des façons d'être qui, à un moment donné, sont des défauts, mais sont aussi des forces. Parce que ça m'a quand même, je vous dis, j'ai toujours été poussée par quelqu'un. C'est que quand même, il y a un problème. Et puis la deuxième chose, là on n'est pas dans la question de la légitimité plus que quelqu'un d'autre, c'est de me dire que tout le monde ne comprend pas les choses de la même manière que soi-même et que ce qui me paraît évident n'est pas du tout évident pour tout le monde et qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Et que parfois, maintenant je dis parfois, mais avant ça a été souvent, j'ai sûrement pris des raccourcis qui ont pu mettre en difficulté des personnes ou me mettre en difficulté. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir cette prise de conscience qu'on est tous différents. De prendre le temps d'écouter, en fait, oui. d'expliquer. Le plus gros flop de ta carrière Pas être foutu de trouver du boulot en sortant d'une thèse, quoi. Ah oui. Ça, c'est un sacré flop quand même, 15 mois. Flop, ouais. 15 mois. 15 mois. 400 lettres. Alors, j'ai expliqué ça à mon fils l'autre jour, et je lui ai dit 420 lettres de candidature, moins de 10%, moins de 10 réponses. Moins de 10 réponses. Donc, si c'est pas un flop, ça, je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà. Donc, oui. Aussi, mais tout est au commencement, la détermination que ça t'a demandé pour peut-être aussi pour alors, je pourrais peut-être donner un flop aussi qui pour moi est important parce que comme on est dans la finance, pour moi c'est un flop et ça m'a servi vraiment fortement. C'est d'avoir cédé sous la pression d'un banquier d'affaires il y a plus de 30 ans. À l'époque, c'était déjà les produits structurés. Et moi, j'étais enceinte de mon fils. Je ne voulais pas investir dans des produits que je ne comprenais pas ou dans lesquels on refusait de me dire, voilà. Il y avait, bon. Et puis, cette pression, elle était très forte. Et puis, il y avait Maastricht, il y avait la convergence des taux d'intérêt de l'Italie et de l'Allemagne. Enfin bref, il y a des tas de produits structurés qui se montent. Et je cède à la pression. Alors, bon, il y avait la pression du banquier, mais il y a eu l'aimable pression des dirigeants respectifs, on va dire. Voilà. Donc, je dis, bon, bah, ok, on y va, on va en faire un peu. Heureusement que c'était juste un peu, et avec mon patron, on s'était dit, bon, bah, ok, on va leur faire plaisir, heureusement. Et évidemment, le truc, il est parti dans le décor. Hein. Forcément. Voilà. Et ça m'a servi de leçon, parce que, voilà. Et après, j'ai systématiquement refusé de céder à cette pression-là, et d'avoir toujours pris le temps de donner les arguments, parce qu'après tout, c'est important que les dirigeants des grands groupes comprennent aussi pourquoi il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de faire, parce qu'on maîtrise bien pourquoi il ne faut pas faire, etc. etc. Alors moi, je me souviens aussi d'une chose que tu m'as dit, et que tu répètes souvent, c'est « Oh, vous savez, Christophe, je n'ai peur de rien. » Ah bon? Ah oui, tu me l'as encore dit la semaine dernière. Oui, mais c'est vrai. Enfin, alors là, franchement, à mon âge maintenant, je vais te dire, j'ai franchement plus peur de rien. Hein.
Bon, pour l'anecdote, hein, quand je suis allé préparer l'interview avec Ghislaine, parce qu'on s'est quand même vu un petit peu pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va se raconter, je sortais de la grippe A. Je dis à Ghislaine, est-ce qu'on le fait à distance et tout? Et puis elle me dit, mais moi j'ai peur de rien. Donc, et c'est une phrase qui revient très souvent dans ton vocabulaire. C'était pas la première fois que je l'entendais. Et je trouve que ça te caractérise bien aussi. C'est ce que je mets aussi en lien avec l'esprit de décision, quoi. Ouais. À un moment donné, il faut se jeter dans la bassine, il faut y aller, quoi. Enfin, dans la piscine plutôt. Oui. Et il faut nager. Il faut nager. Voilà. Mais bon, on sait qu'on sait nager. Parce que c'est mieux quand on sait. Il y a des fois... Alors, donc on est là ce soir aussi en partenariat avec une association qui est le Club des Ejecutivas Españolas, qui est là parmi nous ce soir. Donc il y a beaucoup de jeunes femmes représentées de ce club. Et puis il y a des personnes d'International Mosaïque. Donc je voulais les saluer et puis on entendra leurs questions après. Je vais te poser une dernière question. C'est qu'est-ce qui fait que tu as accepté de venir parler de ta carrière chez International Mosaïque, voilà, pour faire un peu le lien entre nous aussi. Bon, alors est-ce que je te dis ce que j'ai dit quand on s'est vu? Et Christophe, écoute, parce que je te connais depuis plus de 20 ans. Oui, mais bon. Et qu'à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce que Christophe fait dans la finance? Dans ce monde de loups et de loups-garous. De loup-garou. Le grand requin blanc, on dit. Comment? Parce que ici, moi, je suis venu aussi dans cette maison parce que quand Daniel Hermouni m'avait présenté International Mosaïque, à l'époque, une des phrases... Non, je vais te dire moi aussi pourquoi, hein. T'inquiète pas. Hein. Oui. Moi, elle m'avait dit, dans le monde du vivant, dans ce qu'on fait, quand on observe le vivant, la nature, il y a 90% de synergie pour 10% de prédateurs, et encore, les prédateurs sont en synergie avec tout le reste. Et moi, j'étais dans le milieu des grands requins blancs et j'ai ouvert des yeux ronds comme des gobilles et j'ai dit « Ah, c'est possible de fonctionner autrement ». Et donc voilà, ça a été moi pour mon trait d'union. Mais pour toi? Moi, ce qui m'a intéressé quand tu as commencé à me parler de mosaïque, c'est ce que moi j'ai appelé l'altérité. Ce que tu décris du monde du vivant, mais pour moi, je le traduis plutôt dans la conscience qu'il y a un autre, ou qu'il y a des autres. Et je trouve que ça, c'était assez inspirant, parce que ça peut aider des jeunes collègues. Je dis jeunes, même s'ils sont déjà vieux pour certains, hein, mais comme moi je suis nettement plus vieille, je dis, ça peut les aider à traverser des moments qui sont parfois compliqués, surtout quand on est manager. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, je te l'avais dit, hein, c'est quand tu as eu la gentillesse de m'inviter dans un truc où je connaissais personne. Les 30 ans de Mosaïque, c'est ça, hein, au Trocadéro. Et tes fondatrices avaient beaucoup parlé justement de cette approche par le vivant. Et ça m'a aussi énormément interpellée parce que ça renvoie à l'idée d'environnement et d'environnement mouvant, parce que justement, on agit et réagit à des situations provoquées par d'autres. Et il se trouve que l'environnement, vous le savez, hein, on le vit tous les jours, que ce soit celui de la finance ou de l'environnement tout court, il est mouvant et il faut perpétuellement s'adapter, perpétuellement trouver les ressources pour s'adapter, pour accepter. Parce que voilà, toi tu parles du requin blanc, je ne te dis pas d'accepter qu'il te bouffe la patte, mais d'accepter qu'il est là et qu'il faut agir avec lui, parce que tu ne peux pas échapper au requin blanc, il est là. Donc ça résonne énormément aussi avec ce que j'essaie de déployer avec mes collègues dans Covea Finance, c'est cette acceptation que le monde est mouvant, qu'il y a des mots qui sont impératifs dans une entreprise comme les nôtres, c'est accepter, adapter, agir. C'est vraiment des mots qui sont des verbes d'action.
bon, évidemment, on aimerait tous faire la sieste sous un olivier au fin fond de la Corse, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. En tout cas, j'ai compris très tôt qu'il n'y avait pas de place pour moi. Et je pense que ce n'est pas négatif que le monde soit changeant. C'est l'esprit même de la vie. Mais que peut-être on a trop besoin de certitude et qu'accepter le changement, c'est difficile. Accepter qu'il y a les autres qui sont quand même des fois de bonne humeur, de mauvaise humeur. Certains, ils en savent plus que moi. Comment je vais faire pour gérer cette situation avec des gens qui connaissent le sujet mieux que moi. Voilà. Il faut que j'emporte la négociation, il faut que j'emporte la décision. Ben oui, mais justement, et je pense que l'approche de Mosaïque peut aider nos collègues à trouver des ressources en eux-mêmes, mais aussi des façons d'être, des solutions, des compréhensions aussi, des clés de compréhension de situations et de situations avec des personnes dont souvent on a peur. Hein. Enfin, je ne vais pas vous la raconter. Hein. Quand on est dirigeant, on a aussi des situations d'inquiétude. Il faut affronter tel collaborateur, il faut affronter tel manager, il faut affronter tel secrétaire général, qui une fois de plus me rappelle aux bonnes règles des marchés financiers. Et on se dit, bon, on n'a pas trop envie de s'y coltiner hein, aux règles de l'AMF parfois, hein, parce que des fois, on n'en comprend pas très bien le sens. Il doit y avoir un sens caché, mais Mosaïque ne peut pas m'aider là-dessus. Alors évidemment, donc il y a des fois, on se dit... On peut t'aider à mieux le vivre. Voilà. Et donc, voilà, on a tous des moments tous les jours, on doit affronter des situations qu'on n'a pas forcément envie d'affronter. Voilà. Transformer l'adversité en opportunité. Oui. Et puis souvent, on croit que l'autre est un adversaire, ou que la situation est une situation d'adversité. Puis d'un seul coup, vous réalisez que tout ça, c'est pas si grave. Là, je peux donner une anecdote, mais c'est une anecdote qui se répète très souvent. Je déteste qu'on se parle par mail. Mais alors, vous allez me dire, on dit que c'est parce que je suis ringarde. Mais bon, moi, j'avais quand même, quand on a commencé à travailler avec les mails, j'étais pas si vieille que ça quand même. Hein. Quand même, il ne faut pas exagérer. Mais on prend pas on met pas les formes hein, quand on parle par mail. Quand on a la personne en face, quand on l'a déjà au téléphone, c'est déjà un peu... Mais alors quand on est dans le mail, et un jour je reçois un mail, ça faisait pas longtemps que j'étais dans Voici Gestion, j'avais encore jamais vécu cette situation. Et oulala, c'était un sac de nœuds. Hein. Ça s'engueulait, pardonnez l'expression, de partout. Vraiment, les obus volaient très bas. Je remonte l'enchaînement des mails, parce qu'évidemment, on m'a mise en copie tout à la fin, mais il y avait bien une vingtaine d'échanges de mails, avec de plus en plus de monde en copie. Et je remonte et je remonte. Et le sujet d'origine était absolument grotesquement dérisoire. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis je suis allée voir les personnes. Je me suis dit, mais c'est quoi cette salade? Je me suis dit, d'un truc microscopique qui se réglait en 3 minutes, si on avait eu le courage de se lever de sa chaise et d'aller voir l'autre, on en arrive à une situation qui était très envenimée. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que la modernité, parfois, crée des problèmes, parce que quand on était jeune, on était obligé de se déplacer. Hein. Il n'y avait pas de mail, c'était comme ça. Hein. J'ai tendance à dire que finalement, dans les échanges épistolaires, les seuls qui créent du lien, c'est les lettres d'amour. Ah ben oui. Mais quand même, il faut quand même savoir passer de la lettre à la rencontre ou à l'action à un moment donné, parce que sinon ça finit par être un peu... Ghislaine, est-ce que tu es prête à répondre à quelques questions de la salle? Je veux bien essayer de répondre, je nuance. Alors, on va voir s'il y a des questions. Le doute, il m'habite.
Voilà, il m'habite depuis longtemps. Je me dis, ben, je ne suis pas sûre, mais j'y vais quand même. C'est que, oui, je doute, mais je n'ai pas peur. Vous savez, donc j'apprenais l'allemand, hein, comme vous avez compris. J'étais à peu près certaine que ça serait très compliqué de me laisser partir en Allemagne quand j'ai 15 ans. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'aller apprendre l'allemand dans une famille, etc. La seule possibilité pour quelqu'un comme moi dans ma famille, c'est de travailler comme jeune fille au pair. Et donc, j'ai à peu près 5 ans d'allemand, ou 4 ans d'allemand. Donc, j'écris une belle lettre de collégien au service, le Bundesamt de je ne sais plus quelle ville, et je me mets candidate pour une... Voilà. Et comme je suis à peu près sûre que mes parents ne vont pas être d'accord pour me laisser partir, bah je les mets un peu devant le fait accompli. J'ai l'offre, je vais à Paris acheter le billet Bige, parce qu'à l'époque on avait le billet Bige. Je faisais des babysitting, je ne dépensais pas mon argent, et c'est comme ça que voilà, mes parents me laissent partir en Allemagne. Donc vous voyez, oui, j'avais sûrement du doute sur ma capacité à parler allemand dans un... Voilà. Tout ça, ça s'est fait pas par téléphone, hein, tout ça s'est fait par lettre. Je n'avais jamais été à Paris seule, et j'y vais. Et je vais sans le dire. Donc, je ne sais pas. Oui, je pense que quand même... quelle est la nature du doute que j'ai? Je ne suis pas sûre d'avoir les bonnes compétences. Je ne suis pas sûre d'avoir la force physique. Je ne suis pas sûre de trouver les bons arguments. C'est ça mon doute. Oui, c'est vrai. Et ça, toujours. Et donc, pour vaincre mon doute, eh ben, je travaille. Je travaille beaucoup. Ça, je prépare les situations. Vous avez vu, hein, pour partir en Allemagne il y a 15 ans, j'ai travaillé avant. Hein. Voilà. C'est pour ça que je donne cet exemple, parce que et après, ça a toujours été comme ça. Hein. Quand je franchis pour la première fois le rideau de fer, j'ai 18 ans. Hein. Donc voilà. Donc j'étais inconsciente aussi. Il faut être réaliste. Hein. Comme quoi le doute était fluctuant chez moi, puisqu'il y avait quand même une part d'inconscience qu'il faut quand même dire. Alors la peur, bah, j'ai eu des périodes de peur difficiles. Hein, et la manière dont je les ai gérées, ça doit être comme certaines personnes. Tout le monde n'a pas ses faiblesses. Moi, la première peur que j'ai vraiment eue en tant que manager, c'est quand il a fallu licencier quelqu'un. Et je savais qu'il fallait le licencier. Je savais, parce que tous les jours, il étalait le journal Le Monde sur son bureau, pendant que tous les autres turbinaient, quoi. Donc je savais que de toute façon, je n'avais pas le choix. Et que le type me testait. J'avais accouché de mon gamin, et donc je n'étais tout juste en place, et ben, ça m'a rendue malade. Ça m'a rendue physiquement malade, tout bêtement. Donc voilà, et j'ai appelé à l'aide. Donc je suis allée voir mon patron, j'ai dit je suis malade. Voilà. Et ben, il m'a dit mais vous allez rentrer chez vous et on gère le problème. Voilà. Et c'est lui qui a géré le truc avec la RH. Mais bon, après, il m'en a pas voulu. Hein. Il m'a expliqué que c'était normal, que ça faisait partie des premières difficultés d'un manager. Et je savais très bien compris que si je ne bougeais pas, de toute façon, ça allait être le reste des équipes qui allaient m'en vouloir. Hein. Donc, entre deux problèmes, un problème démultiplié, j'ai quand même choisi l'option 1. Mais la peur, oui, je l'ai gérée par le physique, quelque part. C'est mon corps qui a dit bah, j'ai peur et je ne peux pas affronter. Voilà. Maintenant, sur les marchés financiers, c'est peut-être ça aussi. Moi, là-dessus, j'ai jamais eu peur. Quand je dis on achète, on achète. Quand je dis il faut vendre, on vend. Voilà. C'est un truc... ça a peut-être aussi renforcé cette capacité de ne pas trop avoir peur, finalement.
Sinon, est-ce que j'ai eu d'autres situations de peur? Si, j'ai eu cette expérience absolument traumatisante, mais je ne la qualifierais pas de peur, mais plutôt de situation de stress intense. Et là, je vais le dire, je me suis cassé la jambe. Moi, j'ai toujours considéré que c'est ce stress qui avait provoqué l'accident. Voilà. Peut-être que c'est pas ça, que c'est peut-être autre chose. Mais j'étais ailleurs, je n'étais pas sur mes skis, je pensais à autre chose. J'étais déjà retournée au bureau et je savais que ça allait mal se passer. Donc voilà, oui, des situations. Je les ai mal gérées. Je le dis très honnêtement, je les ai mal gérées puisque je me fais du mal. Alors, il y a le doute, le stress, la peur, les échecs. Alors là, moi, je trouve que j'ai toujours pris du temps pour me poser sur les échecs, y compris la situation absolument abominable que j'ai vécue. Je veux dire, j'essaye de comprendre ce que je peux en tirer. Ça, c'est un truc qui m'a toujours bien servi. Je trouve qu'on apprend toujours des échecs. Et on sait quelle est sa part de responsabilité. Alors après, le truc qu'il faut éviter, c'est de se croire responsable systématiquement de tout. Voilà. Mais quelquefois, les situations de peur, de stress, on permet à l'autre de les vivre. C'est ça que je veux dire, parce que il y a des individus qui sentent très très bien vos fragilités et vont les exploiter. Et ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas si c'est un pervers truc-muche ou un... Mais ça existe dans la vraie vie, quoi. Et ça, je ne m'en suis pas assez prémunie, je ne l'ai pas compris suffisamment tôt. J'en ai eu plusieurs, des belles réussites, enfin, mais c'est des réussites collectives, donc moi je pense que d'avoir réussi à fusionner 3 sociétés de gestion sans trop de malheur, c'est plutôt bien. Et là, je me suis trouvée confrontée à des situations que j'ai mal anticipées, parce que moi je suis d'un naturel confiant avec les personnes. Mais donc je pense que tout le monde me fait confiance. Or, une fusion, c'est une situation de stress et les gens se mettent très vite en position de défiance. Donc, et ça, bon, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à gérer, mais je trouve que on est passé de 10 milliards d'encours sous gestion à 110 milliards l'année dernière. Donc voilà, donc c'est quand même une belle réussite. Bon, je pourrais citer aussi une autre réussite, parce qu'on en a plusieurs comme ça. Je vous ai raconté l'histoire de Trump, là, où ça nous a quand même permis d'investir et de gagner des sous, faut quand même le dire, pour nos assurés. Mais je pourrais raconter aussi la crise financière de 2008, et ça, c'est quelque chose que mes équipes et moi, on peut être fiers. On n'a pas été embarqués dans toutes les difficultés qu'il y a eu dans beaucoup de maisons, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas faites, parce qu'on les a pas faites, parce qu'on n'a jamais voulu aller dans des investissements qu'on ne comprenait pas ou qu'on savait risquer en raison d'un certain nombre de caractéristiques. Donc on s'était interdit de le faire, ce qui pendant longtemps n'a pas été facile, parce que vous avez tout le monde qui explique à vos collaborateurs qu'ils sont ringards, qu'ils ne sont pas bons, que tout le monde en fait, qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous on ne fait pas. Et il y a eu cet aspect-là, mais juste avant, en 2007, on avait vendu une grande partie de notre portefeuille actions avant la crise, qui démarre par une chute boursière assez importante, puis après cette Caribansi-là. Et donc on avait réussi à bien préserver le capital et de nos assureurs, et de nos assurés, et de nos clients. Donc, vu ce qu'a dit Christophe tout à l'heure, pour l'importance que ça a pour moi de protéger les intérêts de ceux qui nous font confiance, ça aussi c'est une belle réussite, mais c'est une belle réussite collective.
Moi, je trouve que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Je ne prends pas mes décisions toute seule. J'écoute énormément tout ce que font mes collègues et ils travaillent beaucoup pour comprendre le monde dans lequel ils vont devoir prendre des décisions de gestion ou des décisions, pas seulement de gestion, hein, parce que derrière un acte d'investissement, il y a toute une chaîne très sophistiquée qui se met en branle. En amont, il y a des gens qui font énormément de travaux de recherche. Enfin, et donc, c'est une réussite collective. Voilà. Et peut-être que ma réussite, si j'ai une réussite personnelle, c'est peut-être d'avoir pu à peu près les convaincre et à convaincre mes actionnaires qu'il y a un certain nombre de choses qu'il valait mieux éviter de faire, quoi. Un comité de direction, il faut qu'il partage les mêmes désirs, les mêmes objectifs, mais aussi, et ce qui est extrêmement difficile, ce que moi j'appelle les mêmes principes managériaux. Parce que pour qu'une entreprise puisse avancer, et c'est très difficile à 200 personnes, mais alors à 2000 personnes et à 200 000 personnes, alors là, on est dans une autre histoire. Mais si vos équipes ont le sentiment qu'elles n'ont pas le même traitement, qu'elles n'ont pas le même discours, qu'elles n'ont pas, c'est très difficile, c'est difficile de les faire avancer. Donc le collectif du comité de direction, il est très important. Ça ne marche pas toujours très bien. Si un comité de direction est trop... Il y a trop de monde, ça fait trop de monde à faire adhérer. Il faut aussi savoir taire les égos des uns et des autres. Voilà. Chacun a envie de briller plus que l'autre, donc ça peut être une tentation. Donc il faut aussi équilibrer entre les compétences, la technicité des gens qui vous entourent et leur capacité à travailler ensemble. Donc les compétences personnelles, enfin psychologiques ou sociales, sont très très importantes. Et donc il faut qu'on arrive à créer dans tous les étages, mais en partant du comité de direction, des relations de confiance. C'est pour ça que pour moi, la collégialité et le collectif sont très importants et les deux sont liés. Alors, quand je me souviens d'un jour en recrutement, je demande à la jeune personne qui est en face de moi, le jeu collectif, pour vous, c'est quoi? Voilà, on a pris une décision de gestion, elle est collégiale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'assume tous et on s'est trompé, ce qui arrive, hein. Et vous avez dû vous ranger vers l'opinion générale, mais vous pensiez différemment au départ. Mais vous n'avez pas su convaincre. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui avez emporté le morceau. Et elle me répond, ah ben alors ça, je le ferais bien savoir. Et donc je lui explique, ah ben non, ben ça c'est pas jouer collectif, hein. Donc oui, tout le monde n'est pas capable de jouer collectif. De toute façon, quelquefois, il vaut mieux éviter les plus grands talents, parce que la somme des talents, ça ne fait pas une équipe, hein. Alors, bon, moi j'aimais beaucoup, enfin le foot, j'y comprends rien, mais bon, à la maison, il y avait le foot, hein. Maintenant, la télé est silencieuse. Et je me souviens de cette équipe qui monte dans un bus, je crois. Et donc, je me souviens de la famille qui me dit, mais non, mais il n'y a que les meilleurs, ce sont les meilleurs au monde. J'ai dit, ouais, chacun est le meilleur au monde, hein, mais il ne fait pas confiance à l'autre pour aller mettre le ballon là où il faut, donc il garde le ballon. Ben, vous voyez, pour moi, c'est l'exemple typique, l'équipe de France de football et l'exemple typique de je ne sais pas quoi jouer collectif, je ne fais pas confiance à mon partenaire. Voilà. Et faire confiance, ça veut dire je ne recrée pas ma petite entreprise. Et ça, c'est la tentation de chacun. Ah, alors là, et donc, ça veut dire, bon, pour un monde que je connais,
Moi, j'ai demandé à ce qu'on ait des expertises bien identifiées. Il y a un type qui est expert sur le marché du pétrole, un autre est expert sur les marchés agricoles, un autre est expert sur le secteur technologique américain. Bon, non, toi tu es spécialiste du techno, mais tu écoutes ce que les deux autres sont en train de t'expliquer. Que tu ne sois pas d'accord, que tu te challenges avec des bonnes questions pertinentes, ça c'est important. Mais à un moment donné, tu ne peux pas redévelopper le savoir de l'autre sur le marché du pétrole, ce n'est pas possible. Sinon, tu n'es pas un vrai expert de ton propre secteur. Donc c'est ça. Et la confiance entre experts, elle n'est pas facile à créer. Et puis on est tous un peu peureux. Le doute, on l'a tous. On a tous la crainte de se montrer pas très bon dans une réunion, dans un entretien. Et donc, la tentation, elle est quand même de travailler solo, hein, de faire tout seul et de ne pas se confronter à l'autre. Et donc, le collégial et le collectif, c'est très difficile. L'organe de direction, alors déjà, on est aujourd'hui que 4 dans cet organe de direction. On a un comité exécutif où on est un tout petit peu plus nombreux. On se réunit en tournant le COMEX tous les 15 jours, le CODIR tous les 15 jours. On a un ordre du jour. On a, ça paraît banal, mais c'est pas si banal que ça. C'est de dire, j'ai un ordre du jour, je minute le temps de parole de chacun, je mets dans une colonne l'objectif, l'enjeu, est-ce qu'il faut communiquer, le nombre de votants, qui n'étaient pas d'accord dans le CODIR, qui n'étaient pas, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord aussi, etc., etc. Donc on a dû formater, j'ai formaté un truc, parce que sinon, on peut, même en CODIR, on peut être vite dans le café de commerce, hein. Et si vous voulez que vos collaborateurs aient le même niveau d'information, ce qui, je répète, est très difficile, le mettre dans le dur, on communique pas, auprès de qui, etc., ça oblige un peu à redescendre. Il ne faut pas se voiler la face. On est obligé d'avoir une organisation. On est obligé de formater des processus, de faire des relevés de décision. Sinon, il y a beaucoup de réunions, si vous n'y prêtez pas attention. Moi, de temps en temps, je débarque un peu au hasard dans une réunion, il n'y a pas d'ordre du jour, donc je râle. Parce que de toute façon, sinon c'est le café de commerce. S'il n'y a pas d'ordre du jour, on ne sait pas de quoi on va parler. Ou alors, on ne prend pas de décision. Chacun repart, puis, mais vous avez décidé quoi? Ça m'arrive, hein. Je dis, mais au fait, vous avez décidé quoi? Alors là, on se gratte sérieusement la tête parce que on a échangé. Mais alors ça, le nombre de fois, mais en 40 et quelques années de carrière, le nombre de fois où j'ai dû assister à des réunions où on échange et il ne se passe rien, moi, ça m'a tellement marqué que, voilà, depuis que je suis présidente, c'est une réunion, une décision. L'application sur le terrain. Ça rapproche un peu du coaching, hein, parce qu'à la fin du séance de coaching, on décide ce qu'on va mettre en place d'ici les prochaines séances. Compétence 8, ICF, pour ceux qui suivent. Ghislaine, je pense que ça fait presque 1h30 que tu nous as accordé, donc je pense que... Non, mais au contraire, on était ravis de t'entendre, vraiment, c'était très, très, très riche, très apprenant. Et voilà, donc je te remercie encore pour l'honneur et le plaisir que tu nous as donné aujourd'hui. Oh, si, quand même. C'est moi qui suis très honorée que vous ayez eu envie de savoir ce que j'avais fait pour être là. Oui, et ça va être très utile à plein de monde, en tout cas, je pense. Merci encore. Merci à vous. Merci.